Des peuples pacifiques et égalitaires de la préhistoire, du paléolithique et du néolithique, jusqu'à l'arrivée des Yamnaya, la colonisation guerrière de l'Eurasie, la paix versus la guerre, l'arrivée du patriarcat, que nous raconte cette histoire? N'est-ce pas l'agriculture qui a engendré la propriété privée et les conflits de voisinage? La perception du monde animiste ne conçoit pas la nature comme une chose, comme un objet. Elle ne peut donc pas nous appartenir, que ce soit un terrain de chasse ou un jardin potager que nous pouvons cultiver en commun pour le bien de tous. D'ailleurs, la coutume perdure très longtemps dans certaines campagnes. Le droit d'usage, les vaines pâtures ou les communaux en furent des exemples. D'autre part, dans les traces des sites d'agriculteurs que nous avons trouvés par exemple, dans la civilisation du Danube, on trouve de nombreux villages, voire presque des cités entières avec des habitations et des temples qui sont clairement identifiés. Et dans ces sites, il n'y a absolument aucun signe de violence. Donc ça nous prouve que l'agriculture pouvait tout à fait être pratiquée sans conflit de voisinage. Comment savons-nous que les peuples d'agriculteurs étaient égalitaires? Parce qu'il y a ce que les spécialistes appellent des marqueurs, et ils sont très visibles au début du néolithique. Le premier de ces marqueurs, ce sont les tombes communes, qui sont sans marque de préséance hiérarchique ou de genre, c'est-à-dire que les hommes, les femmes, les enfants sont enterrés tous ensemble. Et il arrive même qu'ils soient enterrés dans les maisons, dans des bancs dans les maisons, etc., c'est-à-dire très près des lieux de vie. Il arrive que l'on puisse trouver des enterrements d'hommes et d'enfants à l'intérieur des sites avec les femmes autour, mais même dans ces cas-là, il n'y a absolument aucune trace de hiérarchie. Le deuxième marqueur très important, c'est l'uniformité des maisons. Elles sont plus ou moins identiques en termes de taille et de décoration. Comment savons-nous que les peuples de la préhistoire étaient pacifiques? En tout cas ceux du début du néolithique, mais aussi ceux du paléolithique, parce que durant le paléolithique, peu de squelettes montrent des traces de mort violentes, et ceux qui en portent peuvent être dus à des accidents de chasse. Marilène Patoumatis nous donne un exemple très parlant. Sur des centaines de squelettes étudiés, il n'y en a que 12 qui montrent des traces de mort violentes, et rien ne nous dit que ce ne sont pas des accidents de chasse, ce qui devait quand même arriver relativement souvent. Avant les Yamnaya, on ne trouve pas d'armes létales, de tueries systématiques. On ne trouve pas de culte de héros, de guerriers. On trouve des fascinations pour le féminin, que ce soit les Vénus ou les figurines. D'autre part, les villages à ce moment-là sont proches des rivières, dans les plaines. Ils sont entourés de palissades qui peuvent protéger d'animaux sauvages, mais absolument pas d'une harde de guerriers en colère. Ce n'est qu'après la colonisation qu'apparaissent les murs défensifs, que les villages se font sur des lieux difficilement accessibles. Ça ne veut pas dire que le monde avant les Yamnaya était un monde de bisounours. C'est un monde qui est parfois qualifié d'âge d'or, mais il y a eu quelques dérapages par évidence. Cependant, ils sont sans aucune mesure avec les tueries observées à partir de la colonisation. Ce que les Yamnaya ont instauré, c'est la guerre stratégique, la hiérarchie endocentrée, la compétition et l'assujettissement des femmes. Tout cela était inconnu avant. Comment savons-nous qu'il existait un culte à une grande déesse? Nous devons faire l'effort de nous mettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'à l'époque, nous n'avons pas d'autre outil que du silex. Donc il faut avoir une véritable fascination pour le féminin, pour graver toutes ces petites statuettes qui font quelques centimètres, ou même pour façonner toutes les figurines du néolithique, et là il s'agit de milliers de figurines. Elles sont près des fours à pain et dans les tombes. Ce ne peut pas être des jouets, les enfants ne jouaient-ils qu'avec des poupées filles, et qui plus est près des fours. La présence massive de féminins créateurs, acteurs, autonomes dans les premiers mythes confirme cette hypothèse.
Si l'ADN ne nous donne pas de réponse sur ce point-là, elle démontre quand même peu à peu la dégradation du statut des femmes et donc par conséquent celle de la divinité au féminin. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui nous montrent que ce culte d'une grande déesse, c'était tout à fait possible. Des nombreux cairns, des temples et autres tombes mégalithiques qui sont en forme de vagin et d'utérus, de ventre de la terre, de ventre de la mer, les fameuses grottes matrices qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps. Et puis outre les sculptures, nous avons de très nombreuses gravures et des symboles très clairs du féminin, longtemps durant toute la préhistoire, des peintures sur des pots, sur des vases, etc. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Comment savons-nous que les Yamnayas ont apporté la guerre? En fait, ce sont les couches archéologiques qui montrent clairement un changement. Tout d'un coup, on trouve des armes, beaucoup d'armes, et en même temps que l'apparition de ces armes, on découvre des marqueurs de hiérarchie dans les tombes et des hiérarchies masculines avec des attributs de chefs. Ce sont les premières chefferies. C'est une époque aussi où s'observent des déplacements entiers de villages. Certains sont brûlés, les gens se réfugient dans les montagnes, voire retournent même dans les cavernes. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'hésitation pour voir ce changement de société. Pourquoi dit-on que les Yamnayas ont engendré les prémices du patriarcat? Eh bien, nous devons imaginer ces grands troupeaux de vaches et de moutons qui se déplacent dans les steppes et où ils sont gardés par des bandes d'adolescents. Et là, c'est l'ADN qui parle. Ce sont des jeunes garçons qui ont à peu près entre 12, 13 et 18 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun membre de clan pour les encadrer. Il n'y a plus aucun ancien pour les guider, les conseiller. Ils sont sortis d'une conception tribale, clanique. Donc ils peuvent faire absolument n'importe quoi. C'est l'ADN qui nous montre qu'il n'y a pas de filles parmi eux, donc pas de place pour la rencontre et la séduction, et pas non plus de possibilité d'avoir des enfants. Ceux qui auraient pu avoir tendance à les responsabiliser, à leur apprendre à prendre soin, à les rendre un petit peu plus matures, on peut presque dire qu'ils sont totalement désociabilisés. Ils n'apprennent pas à partager et à tenir compte de l'autre. Donc on sait qu'ils se sont mis en bande sous des bannières, c'est l'origine des clans guerriers et des fratries. Le système est immédiatement endocentré par évidence avec le chef de guerre qui devient très vite le chef de la nouvelle famille nucléaire et patriarcale telle que nous la connaissons. En fait, lors des migrations précédentes, les migrants sont hommes, femmes et enfants. C'est la première fois que seuls les hommes migrent et donc ils vont se servir de femmes au passage. Tout est dit ici sur le début de la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Moi, je me suis longtemps demandé ce qu'étaient devenus les hommes agriculteurs, puisque ils kidnappaient les femmes, et qu'est-ce qui se passait pour les hommes. Et c'est Christiansen qui m'a donné la réponse, mais c'est ADN qui parle, c'est-à-dire qu'ils sont morts. On kidnappe les femmes et on tue les hommes qui ne sont pas des nôtres. Mais pourquoi les Yamnayas c'est pas qu'ils étaient méchants par nature plus que les autres, ils étaient comme tous les autres êtres humains, mais c'est une histoire de contexte et donc de culture. Nous avons vu comment le système androcentré et guerrier s'est mis en place, mais d'autres paramètres rentrent en ligne de compte pour expliquer, pour essayer de comprendre en tout cas ce qui s'est passé. Et l'élément majeur, c'est sans doute l'histoire du cheval. Ils font partie des premiers peuples qui ont apprivoisé les chevaux, et très rapidement ils les ont montés. Alors est-ce qu'ils les ont montés tout de suite au début des premières migrations ou pas longtemps après? En tout cas, ça a vraiment facilité la traversée de l'Europe, un petit peu à la manière des Huns. On peut imaginer ça un petit peu comme ça. En même temps que les chevaux, il y a donc eu les chariots. Les Yamnayas se déplaçaient dans la steppe en chariot, et dans leur première tombe, les rares poteries que l'on peut trouver représentent des chariots, et derrière le chariot est venu très rapidement le char de guerre, parce que avec le début de la métallurgie, l'arrivée du bronze et du fer, eh bien ils ont très rapidement fabriqué des armes. Et donc ça change beaucoup de choses.
Ensuite, il y a un autre élément qui a pu faciliter, c'est l'arrivée de la peste. Donc on identifie les première peste, en tout cas le premier virus de la peste, l'origine de la peste à cette époque-là, qui aurait grandement affaibli les peuples des agriculteurs, voire les aurait un petit peu décimés. Alors bon, je ne sais pas trop pourquoi les peuples des agriculteurs auraient été touchés par la peste et pas les Yamnaya qui se seraient adaptés plus ou moins à ce virus, peut-être parce qu'ils étaient en bonne santé. On peut constater qu'ils avaient des bonnes dents, ils n'avaient pas de carrure, ils étaient très costauds, ils étaient plus grands que les autres, ils faisaient 15 ou 20 cm de plus que les agriculteurs, donc ça peut aussi expliquer. Un autre paramètre, c'est qu'est arrivée une grande vague de froid qui a duré à peu près pendant 140 ans, et donc les troupeaux ne pouvaient plus se nourrir dans la steppe. Il a fallu descendre et descendre toujours plus jusqu'à arriver chez les agriculteurs. On ne peut pas occulter non plus l'attirance et l'intérêt pour les bons petits gâteaux fabriqués chez les agriculteurs, les comptoirs commerciaux, parce qu'on commerçait déjà beaucoup à l'époque, et puis bien entendu les femmes et la convoitise. Soyons prudents dans la lecture de cette histoire. Les archéologues russes ainsi que David Anthony nous précisent que Yamnaya ce n'est pas qu'un peuple, mais un ensemble de peuples vivant dans un même contexte avec les mêmes contraintes qui ont engendré une culture. Et donc ils parlent d'horizon Yamnaya. L'ADN nous permet d'identifier les mouvances des peuples, elle ne nous condamne pas à une culture. La culture, quel que soit notre ADN, ça se change. À partir de très nombreuses recherches et de très nombreux travaux de différents chercheurs et chercheuses, que ce soit en archéologie, en archéomythologie, en linguistique, que ce soit aussi les recherches ADN, mais la préhistoire bien entendu, l'anthropologie, etc. Retrouvez beaucoup plus de détails dans mes deux ouvrages, La pierre, le potager et la hache de guerre, ainsi que le culte de la grande déesse des origines, paru aux éditions